Bonsoir. Va-t-on voir apparaître un nouvel État en Europe? Quel peut être l'avenir institutionnel du Kosovo? Mais d'ailleurs, c'est quoi, justement, le Kosovo? C'est une région, c'est une nation, c'est une province. Le Kosovo, aujourd'hui, c'est surtout une impasse. Voilà, le Kosovo est là, c'est un petit territoire enclavé au cœur des Balkans, sous tutelle internationale depuis 1999. À l'origine, le Kosovo est une province de l'ex-Yougoslavie, un État qui a éclaté à partir de 1992. La Fédération de Yougoslavie avait été fondée en 1945 avec 6 républiques, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, la Serbie et le Monténégro. Et en 1974, 2 provinces autonomes avaient été créées au sein de la République de Serbie. Et autonome, cela veut dire un parlement et un gouvernement propre, ceci pour respecter les particularismes culturels et ethniques. Alors l'une au nord, la Voïvodine, où se trouve la minorité hongroise, l'autre au sud de la Serbie, le Kosovo, où vit la minorité albanaise. Mais qu'est-ce qu'on entend au juste par minorité? Il y a 2 millions d'habitants au Kosovo. Et si l'on prend une carte ethnique de cette province, on peut localiser la présence des Serbes, environ 8% de la population, celle des Albanais, environ 88%, et environ 4% pour les autres communautés, c'est-à-dire les Roms, les Turcs, des Ascalis, des Bosniaques. Sauf que, dans les mémoires, il y a des rivalités territoriales entre Serbes et Albanais sur ce territoire. Alors d'où vient cette rivalité? Les Serbes sont des Slaves, ils se sont implantés là vers le 8e siècle de notre ère, ce sont des chrétiens orthodoxes, et ils ont souvent à l'esprit le grand empire de Dušan, qui englobait au XIVe siècle la région du Kosovo, comme l'attestent d'ailleurs les nombreux monastères orthodoxes. Ils ont aussi à l'esprit la bataille du Champ des Merles de juin 1389, Kosovo-Polier en serbe, et cette bataille, c'est pour eux le symbole de la résistance des Serbes contre les Ottomans. Les Albanais, eux, ne sont pas des Slaves. Leur langue s'écrit avec l'alphabet latin, ils seraient descendants des Illyriens, qui, eux, étaient présents dans la région au 2e millénaire avant notre ère, donc bien avant. Ce sont des musulmans convertis à l'islam pendant la période ottomane. Ils sont sunnites ou de confrérie soufis et ils se voient un petit peu comme le peuple autochtone des Balkans du Sud. Voilà donc qui façonne 2 légitimités sur un même territoire. Et un petit territoire. Le Kosovo fait à peu près le tiers de la Belgique, 11 000 km². C'est un pays de montagnes, de collines. Les plaines permettent l'agriculture. Le Kosovo est riche en zinc, lignite, argent. Il détient de considérables ressources en plomb. Donc le Kosovo est riche, mais pas les Kosovars. Le revenu moyen par habitant par an est de 893 € en 2005. C'est le plus bas de toute l'Europe. Par comparaison, il faut savoir qu'il est de 5 624 € en Croatie ou de 27 733 € en Allemagne. Et à l'époque yougoslave, les Albanais accusaient le gouvernement de Belgrade d'avoir moins investi au Kosovo que dans les autres provinces ou républiques de Yougoslavie. En 1989, le gouvernement de Milosevic supprime le Parlement et le gouvernement autonome kosovar. Il fait fermer les journaux et les radios en albanais. Le quart des fonctionnaires albanais sont licenciés, car au fond, pas question de laisser albaniser le Kosovo au moment où se met en route la serbisation de la Yougoslavie. Le contrôle des territoires doit se faire sur des bases ethniques, donc partout où il y a des Serbes, le territoire doit être contrôlé par des Serbes. Et comme près de 200 000 Serbes vivent au Kosovo, eh bien, il faut pousser les 1 800 000 Albanais à la soumission ou au départ. Eh bien, c'est exactement ce que tente le régime de Belgrade. L'armée serbe entre au Kosovo en 1998 pour vider la province de sa population albanaise en la poussant vers la Macédoine ou l'Albanie. Les forces de l'OTAN viennent bombarder les positions serbes et les centres de commandement à Belgrade pour mettre fin à l'épuration ethnique. Et au terme de cette campagne militaire, le Kosovo est totalement désorganisé.
Les réfugiés sont des centaines de milliers et la province, évidemment, ne peut plus rester sous l'autorité administrative de Belgrade, mais elle ne peut pas non plus s'autogérer, aucun cadre administratif n'étant prévu pour cela. Donc, par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Kosovo est placé en 1999 sous protectorat international, avec sur place, à Pristina, un haut représentant pour diriger la MINUC, c'est-à-dire assurer un gouvernement de transition et diriger une administration provisoire. L'OTAN est en charge de l'imposition de la paix en installant la KFOR, Kosovo Forces. On voit ici le découpage militaire en secteurs français, américains, anglais, allemands, italiens, ce qui fait que depuis 1999, le Kosovo relève de jure de la souveraineté de la République de Serbie, mais de facto, l'autorité de Belgrade ne peut plus s'exercer. Eh bien, 7 ans après la mise en place du protectorat, on en est toujours là. La Serbie n'est plus souveraine sur le Kosovo, mais le Kosovo n'est pas indépendant, et la tutelle internationale se prolonge. Alors comment sortir de ce statu quo qui ressemble maintenant beaucoup plus à une impasse politique et juridique qu'à un statu quo? Eh bien, le temps n'est plus forcément un allié. Il y a une grande lassitude vis-à-vis de la présence des équipes internationales de la KFOR, mais plus encore de la MINUC. C'est peut-être ingrat, mais cela peut s'expliquer. Et malgré les investissements, les efforts d'organisation, de formation, contrairement aux discours et même aux convictions qui animent les représentants étrangers sur place, à l'OTAN, à Bruxelles, à Washington, eh bien le Kosovo multiethnique n'a pas réapparu. Les deux communautés ne veulent plus vivre ensemble. Ce sont les Serbes aujourd'hui qui subissent les discriminations. Il reste au Kosovo environ 120 000 Serbes. Dans le secteur nord, dans les communes de Leposavić, ou Zubin Potok, ou à Mitrovica, au-delà du pont qui sépare la ville en deux, là vivent plusieurs dizaines de milliers de familles serbes. Leur vie est à peu près normale car la Serbie toute proche leur sert au fond d'arrière-pays. Mais c'est le contraire dans le reste du Kosovo. Comme par exemple à Gorazdevac ou à Velika Hoća, ces villages sont des enclaves dont les Serbes ne peuvent pas sortir sans protection militaire. Et dans ces enclaves, la monnaie en cours est le dinar serbe, alors que dans le reste du Kosovo, c'est désormais l'euro. Alors pour les Serbes, il faut le retour au statu quo ante, c'est-à-dire retour à une administration par la Serbie, mais pour les Albanais, le projet est tout autre. Il n'y a pas d'autre espoir et pas d'autre vision que l'indépendance. C'est vrai chez les universitaires, chez les résistants pacifiques de la première heure, chez les politiques, c'est vrai aussi chez les jeunes. Le Kosovo a la plus jeune population d'Europe. 63% de la population du Kosovo a moins de 30 ans, et plus de la moitié d'entre elles est au chômage. Alors quelles sont aujourd'hui les options institutionnelles? La communauté albanaise réclame l'indépendance, mais ce n'est pas une option acceptable pour la Serbie, car aucun dirigeant de Belgrade ne voudrait être le bradeur d'un territoire national serbe. Et en même temps, les Serbes du Kosovo ne peuvent plus compter sur la mère patrie, qui n'a plus ni les moyens politiques de gérer le Kosovo, ni ceux de s'opposer à cette indépendance qui se dessine. Alors des standards, comme on dit, ont été fixés pour le Kosovo. Il faut une bonne gouvernance, la lutte contre le crime organisé, le retour des réfugiés et des déplacés, le respect des droits de toutes les communautés. Mais pour le moment, la société du Kosovo manque de règles et justement peut-être manque d'État. Les polices et les armées occidentales ne parviennent pas à lutter efficacement contre le crime organisé et les vendettas familiales qui demeurent une tradition. Alors, tout le monde s'emploie à croire que le train de l'indépendance est en route, même si on ne sait pas si les Serbes vont monter dedans. On parle d'indépendance conditionnelle. Belgrade propose moins que l'indépendance, mais plus que l'autonomie. Mais alors, quelle serait la viabilité d'un tel État? Est-ce qu'il aurait une voix à l'ONU? Est-ce qu'il faudra maintenir une présence internationale pour assurer la sécurité, alors que la prolongation de cette tutelle, déjà, n'est plus tout à fait souhaitable? En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la situation d'avant 99. L'indépendance du Kosovo pourrait s'échanger avec Belgrade contre la garantie que la Serbie entrera dans l'Union européenne et que le Monténégro ne fera pas sécession.
Donc tout est lié. Il faudrait en fait montrer aux Albanais qu'ils ont gagné et aux Serbes qu'ils n'ont pas perdu. Je vous signale que le numéro 81 des études de sécurité européenne est consacré à la question de la Serbie et la revue Population et Avenir consacre tout un numéro sur le nettoyage ethnique insidieux et un bilan démographique de 10 ans des accords de Dayton.